Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Leeds et dans le cadre de la Semaine des bières de micro du Québec, nous sommes à la brasserie Griendel pour assister finalement à voir un peu comment tout ça se passe. Et aussi, c'est aujourd'hui le lancement de la bière Osgood, qui est une bière finalement de soif, qu'on disait au fond, aussi à tendance printanière, conçue avec les fleurs de sureau des cultures Maroc qui sont situées pas très loin d'ici. Nous allons donc vous présenter le tout. Je suis en compagnie de Martin Parot. Bonjour, M. Parot. Allô? On va commencer tout de suite. Finalement, comment a commencé l'aventure de la brasserie? La brasserie est en deux histoires, en fait. Il y a un morceau de l'histoire de la brasserie qui est à Québec, qui commence en 2015 et qui se poursuit jusqu'au printemps dernier, en fait, jusqu'au printemps 2024. Printemps 2024, on finalise la séparation de l'entreprise en deux. On aménage la brasserie ici à Saint-Jacques-de-Leeds. On amène les équipements qui étaient à Québec depuis 2015 ici à Saint-Jacques-de-Leeds. Et à ce lieu de brassage-là, ce lieu de production-là, est associé au centre de dégustation dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, ça va faire bientôt 1 an qu'on est à Saint-Jacques-de-Leeds et c'est un plaisir. C'est une deuxième vie, un peu une deuxième partie de notre histoire. Ouais. Comment tout ça a commencé, au fond? Bien, initialement, dans le fond, quand on était à Québec, on était 4 vieux chums qui s'intéressaient beaucoup à la bière, qui brassaient maison. Il y a un de nos amis, Olivier, qui lui était déjà dans le milieu brassicole depuis quelques années. Et on avait le goût de se lancer. Donc, on voulait faire une belle brasserie artisanale, une brasserie de quartier, dans le quartier Saint-Sauveur, en Basse-Ville, à Québec. Plusieurs défis post-COVID et un intérêt pour finalement avoir plus d'espace aussi pour brasser et un goût pour la campagne nous a amenés ici à Saint-Jacques-de-Leeds. Nicolas Baudouin, un de mes nouveaux associés, est un passionné de la région depuis longtemps. Et il a grandi plus dans le Binière, mais il connaît bien le coin ici. Alors, il était content là, qu'on fasse ça ici. Puis ma conjointe et moi, ma conjointe est gérante ici, Annie. On habite à Saint-Jacques-de-Leeds depuis 2021. Fait que pour nous, ça allait de soi, en fait. On aime tellement le coin que faire ça ailleurs, ça n'aurait pas fait de sens vraiment. Là. Une question qui m'intrigue. D'où vient l'origine du nom Griendel? Griendel, c'est un nom qu'on a choisi au début, là, en 2014-2015. C'est un petit peu avant qu'on ouvre à Québec. C'est une connotation allemande, en fait. Puis on voulait quelque chose qui a une résonance avec la culture de la bière. La culture de la bière, pas juste au niveau du soin du produit comme tel, la culture de la bière comme tout ce qu'il y a de convivial autour de ça aussi. Comment c'est social, comment c'est imbriqué dans les quartiers, dans la vie de quartier, dans la vie de village. C'est ça qui nous intéressait. Donc, vous êtes à Saint-Jacques-de-Leeds principalement parce que vous connaissez certains endroits, vous restez déjà ici. Oui, bien, entre autres, c'est ça. Mais c'est une belle opportunité qu'on avait avec l'immeuble ici, qui est un ancien restaurant. Structurellement, c'était quand même relativement... Il y a eu des petits défis, mais relativement facile à aménager. Alors, ça, c'était des plus pour nous. Ouais. Combien de bières différentes fabriquez-vous? Beaucoup de bières différentes, mais à la fois, donc en même temps, au niveau des canettes, on a toujours au moins une dizaine de canettes différentes disponibles. Souvent, c'est plus, parfois, c'est moins. 8, c'est pas mal notre plancher. Puis je vous dirais qu'une quinzaine de bières différentes en canettes disponibles en même temps, c'est pas mal notre plafond. Il y a beaucoup de ces bières-là qui sont saisonnières. Donc, il y a des bières qu'on fait plus automne-hiver et des bières qu'on fait plus à l'été. On lance la Osgood aujourd'hui. C'est une bière estivale. On a récemment lancé la Patel, qui est une blanche au citron meilleur et au poivre, qui est une autre bière estivale. C'est une bière qui est récurrente d'année en année, mais on ne la fait pas l'hiver. Qu'est-ce que vous diriez qui distingue vos produits des autres bières sur le marché? Bien, c'est sûr qu'on se distingue beaucoup des grandes bières commerciales parce qu'on a des vraies bières qui sont travaillées avec des bons ingrédients et qui ont du goût. C'est pas juste des bières là, insipides qui sont presque juste de l'eau sucrée, aromatisée. Alors, par rapport aux autres microbrasseries qui font des beaux produits aussi, nos produits se démarquent parce qu'ils sont très souvent faibles en alcool. Donc, pas sans alcool, mais faibles en alcool. C'est souvent des bières de soif. C'est des bières qui sont sèches, désaltérantes. Donc, ils ont moins de sucre résiduel. On n'a rien contre le sucre, mais au niveau du goût, on préfère quand c'est sèche. Et on travaille bien la céréale aussi, très bien la céréale. Puis on a beaucoup de variétés de produits. Donc, la Osgood, c'est une bière florale.
une blonde florale, une blonde de soif. On a plusieurs sortes d'IPA, plusieurs bières sûres à différentes sortes de fruits. Mais on a aussi des Black IPA, on a des belles lagers, des belles pills, on a des bières plus marquées, typées anglaises aussi. On fait de la variété. Quand on parle d'une bière de soif, qu'est-ce qu'on veut dire? Au fond, c'est quoi comme particularité? C'est une bière qui est désaltérante, puis c'est une bière qui n'est pas trop forte en alcool. Quand je parle de désaltérante, c'est une bière qui n'est pas lourde. C'est une bière que, des fois, l'exemple que je donne dans des dégustations, des fois dans des marchés fermiers ou même des fois dans des supermarchés qu'on fait des dégustations, c'est le genre de bière que vous pouvez en prendre 2 en cuisinant, 2 en mangeant, 2 après avoir mangé. Ça ne va pas vous couper la faim. Vous allez sentir l'alcool. Ça ne va pas vous bourrer. Ça ne va pas vous écraser. Vous sentirez pas mal le lendemain. Vous allez avoir le goût d'en prendre plus que 2. Souvent, les bières plus costaudes, plus sucrées, après 1 ou 2, on passe à autre chose. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, on fait des bières qui sont délicates. Donc, elles sont goûteuses, mais elles sont bien travaillées. Et c'est des bières qui sont plus faciles dans ce temps-là à associer avec des plats. Ouais. Fait que ça peut être plaisant pour les gens à la maison de se lancer dans une belle après-midi ou une belle soirée de cuisine, puis de faire des plats qui sont capables de mettre en pairing avec de nos bières. Vous, ici, au fond, on est au centre de dégustation, comme on le disait, mais il y a aussi un menu quand même pour accompagner la bière. Oui, exact, c'est ça. Centre de dégustation, bien, on a nos bières qu'on a en fût. Je parlais des bières en canette tantôt. Il y a certaines bières qu'on fait juste en fût aussi, soit parce que c'est des bières qui sont beaucoup plus costaudes, comme on a un Foreign Export Stout, entre autres, à 8,8 %. C'est une bière qui est plus lourde, plus costaude. Ça, c'est le genre de bière qu'en canette, il y a moins de marché pour ça, ou du moins, nous, c'est ce qu'on trouve. Donc, elle est juste en fût. On a certaines bières qui sont juste en fût, puis on a la nourriture pour accompagner tout ça. Beaucoup de maillage local pour la nourriture. Ferme Marichal à Sainte-Agathe, nos amis des fermes Rue-de-Béqui à Kinnair's Mills, ferme Gersby à Saint-Sylvestre, des producteurs locaux aussi plus maraîchers comme Champ Gauche, ici au village, des gens avec qui on aime beaucoup travailler. Ouais. Même au niveau de la bière, là, on parle de la Osgood là, qui est conçue avec enfin avec les fleurs de sureau, des cultures Nara. Est-ce que vous avez d'autres bières, que vous avez des collaborations de cette sorte-là? Oui, on a la bière d'Entaille qu'on a juste en fût, qui est une bière à l'érable. C'est vraiment un super beau produit. Puis c'est une bière qu'on a faite en collaboration avec Stéphane et Edith de Érable et Chalumeau. Ils sont basés à Kinnair's Mills. C'est des perles, les deux, des spécialistes de l'érable. Et on a fait un très, très beau produit avec eux. Sinon, ben, on a d'autres collaborations ici et là qui sont peut-être plus saisonnières. Mais on a aussi d'autres façons de collaborer. Je parle du menu un instant. On a aussi des activités, des événements. Dans ces événements, ces activités-là, ben, on essaie de mettre de l'avant des producteurs locaux, des artistes locaux aussi. Donc, c'est assez varié. Le maillage, on trouve que c'est important. Puis l'économie, il faut que ça ait une force régionale. Il faut que ça ait un appui régional aussi. Ouais. Outre la Osgood, je pense qu'il y a une autre bière, la bière d'Entaille, qui a été dévoilée récemment aussi. C'est ça, la bière qu'on a faite avec Edith et Stéphane. C'est super belle bière, un beau produit. Pas en canette cette année, mais vu le résultat, on est extrêmement satisfait de la bière. Les clients aussi, on en vend, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est une bière qu'on va voir en canette dans les prochaines années. OK, c'est un projet à venir parce que c'était le premier brassin, finalement. C'est ça, exact. Souvent, les brassins, on n'est pas équipé pour faire des brassins test tant que ça. Fait que souvent, le premier brassin, c'est un brassin qu'on brasse 1000 litres, comme tous les autres brassins. Puis c'est ça, un brassin test. Fait qu'on est prudent. On fait attention. On est extrêmement content de la bière. Nicolas puis Marc en brasserie ont fait un travail exceptionnel. Fait que c'est ça. Éventuellement, on va venir en canette. Donc, vraiment, l'importance des producteurs locaux et de les encourager, c'est quelque chose que vous priorisez de votre côté. Oui, énormément. T'sais. Puis c'est central à notre modèle d'affaires. Puis c'est un plaisir qu'on a aussi d'encourager les autres personnes, que ce soit des entrepreneurs, des éleveurs, des maraîchers, tout ça. C'est important. Comme je le disais plus tôt, c'est la semaine des bières de micro du Québec. Quelle importance ça a pour vous? Bien, c'est un milieu qui est fort, qui est bon, qui est beau, le milieu brassicole québécois. Ça fait 10 ans qu'on navigue là-dedans. On l'a tatoué sur le cœur, ce milieu-là. On a des collègues, des amis un peu partout en province. Mais c'est un milieu qui est fébrile en ce moment, puis fragilisé à cause du contexte économique, mais aussi à cause de la lourdeur du cadre légal et fiscal des microbrasseries.
Il y a beaucoup de demandes des microbrasseries au gouvernement à ce niveau-là depuis longtemps, dans certains cas depuis 30 ans. Et ça avance pas, ça change presque pas. On fait très rarement des gains. Les autorités qui sont en charge, le législateur, en fait, devraient être plus prudents avec des industries comme la nôtre, des milieux comme le nôtre au Québec. Il y a de quoi être fier de ce qu'on fait au Québec au niveau de la bière. Ça n'a pas de sens, la qualité des produits partout. C'est bon. Et on mériterait un petit peu plus de support de la place des décideurs. Ouais, comment considérez-vous, au fond, que la situation, au fond, des microbrasseries du Québec présentement? Bien, en ce moment, la situation, c'est qu'on est en mode de contraction. C'est beaucoup plus difficile qu'avant parce que le contexte économique fait que les gens se gâtent un peu moins qu'avant. Ils font plus attention. On le voit dans le milieu de la restauration aussi. C'est pareil dans le milieu brassicole. On a des gros doutes. En fait, on ne sait pas trop là, comment ça va se déployer, des hausses potentielles de prix au niveau du packaging, donc surtout au niveau des canettes dans la prochaine année. Il y a beaucoup d'autres ingrédients qui viennent souvent des États-Unis. Je pense surtout au houblon. Et ça reste des enjeux là, qu'on ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Et sinon, je vous disais qu'il y a une question de contraction aussi par rapport au nombre de brasseries. Le nombre de brasseries ne serait pas un enjeu s'il y aurait plus de gens qui prendraient de la microbrasserie au Québec. Dans le contexte actuel, les parts de marché de la microbrasserie au Québec sont quand même très, très petites par rapport aux bières commerciales. On pense que les gens devraient continuer à être curieux et à s'intéresser un petit peu plus à ce qui fait localement. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des bières amères, des bières sûres, des bières de soif. Des bières de soif, il y en a qui ressemblent beaucoup à des bières commerciales. Elles sont beaucoup mieux, beaucoup plus intéressantes, puis elles sont faites localement. Ça mérite d'être exploré. Le processus de production n'est pas du tout le même, là. Non, bien, des fois, ça se ressemble, mais le volume, le soin, l'amour qui est mis là-dedans, la qualité des ingrédients choisis, la qualité du produit final est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Puis les parts de marché de la microbrasserie au Québec sont pas en assez bonne croissance. Il faudrait que ça soit en plus grande croissance. Et c'est ça. Donc, ça ferait une grosse différence. Comment qu'on peut motiver les gens à boire de la bière de microbrasserie, finalement? Juste qu'ils soient curieux, qu'ils aillent voir les artisans, qu'ils viennent voir comment ça se fait localement, qu'ils goûtent. La semaine des bières de micro du Québec, c'est entre autres pour ça. Donc, il faut qu'ils aillent voir, qu'ils visitent leur brasserie locale, qu'ils soient curieux, puis qu'ils aiment un petit peu découvrir. Tu sais, on a eu ça au niveau de l'alimentation dans les 20-30 dernières années. Les gens sont plus curieux, ils aiment ça plus explorer au niveau de l'alimentation. Il faut qu'ils se lâchent lousse au niveau de la bière aussi. Ce serait la même chose au niveau des cidres puis au niveau des alcools forts. Que les gens se lâchent un petit peu plus lousse puis qu'ils aiment goûter. Qui aiment découvrir, finalement, et qui se lancent là-dedans. C'est sûr que c'est un produit intéressant. Ouais. Ouais. Donc, c'est important l'achat local, mais c'est important de boire local aussi. L'achat local, c'est une première étape, mais la réalité, c'est vraiment acheter de producteurs locaux. Des vrais producteurs locaux. Molson, c'est pas un vrai producteur local. Oui, il y a des usines ici, tout ça, mais c'est autre chose, ça n'a pas rapport. Les vrais producteurs locaux, c'est des petites brasseries qui travaillent fort, qui sont pas là pour faire des publicités avec des filles en bikini, qui sont là pour faire de la bonne bière de qualité. Et je pense que c'est une réussite de votre côté. On aura d'y goûter. On va aller visiter quand même la brasserie avant. Je vous remercie et on va se revoir pour la dégustation. Je suis maintenant en compagnie du spécialiste du brassage ici à la brasserie Griendel. Bonjour. Bonjour. Ton nom, c'est? Nicolas. Oui. Peux-tu nous expliquer, au fond, un peu tout ce qu'on voit ici, là? C'est quoi le processus exactement? On va essayer de faire ça concis parce que le brassage, c'est un art qui est quand même complexe puis qui s'apprend pas en une demi-journée, mais je vais quand même essayer de vous résumer un peu, grosso modo, là, qu'est-ce qui se passe ici dans la brasserie. Donc, tout part vraiment là, de la base du grain. Le grain, ben nous, dans le fond, c'est du malt qu'on va acheter. Il y a certaines brasseries qui vont malter sur place, mais la plupart des brasseries vont vraiment acheter le malt d'une malterie. Donc, eux, c'est vraiment les professionnels de cette étape-là. Ils vont acheter un grain cru et le transformer là, pour le malter. Donc, c'est un processus là, qui va se passer où est-ce qu'ils vont comme pré-germer le grain. Pendant ce processus-là, les barrières de protéines qui cachent l'amidon que nous, on a besoin pour faire la bière vont tomber accessibles. Fait que nous, après ça, ça va être beaucoup plus facile de travailler pour faire la bière.
Des malteries, on a quand même quelques-unes au Québec. C'est sûr que quand on peut travailler avec des maltes québécois, on aime ça. On n'a pas loin d'ici là, la malterie Côte-la-Flamme là, qui ont malheureusement là, pris feu là, dans la dernière année, mais sont sur le bord de recommencer leur production là, au courant des prochaines semaines. Donc, on a très hâte de retourner, de retravailler avec du malt là, qui va venir là, d'une quinzaine de minutes d'ici, là, vraiment très, très local. Mais sinon, on travaille un peu aussi avec Inomalt là, qui à la base était à Sherbrooke. Donc, on travaille vraiment avec des maltes québécois là, pour la majorité de nos bières. Là. C'est-tu compliqué de faire une bière, mettons, comme la Osgood, et de rajouter des ingrédients externes qui se retrouvent pas naturellement dans la bière? Je dirais que c'est une question d'équilibre. C'est sûr qu'il faut faire des tests pour trouver l'équilibre dans tout ça. Donc, l'idéal, mettons, on veut rajouter des fleurs ou des fruits ou peu importe, mais souvent, c'est de faire des petites batch de tisane. Fait comme ça qu'on a développé la recette de la Osgood qu'on avait essayé l'automne passé. Donc, on avait sélectionné quelques fleurs, quelques graines, quelques produits qu'on voulait mettre dans la bière. Donc, ça fait plein de petites tisanes avec différentes concentrations, de racheter les produits, des fois un peu ébullition, des fois post-ébullition. Puis on goûte, on voit l'équilibre de tout ça, on adapte en conséquence. Puis après ça, on essaie de dire, bon, une fois que ça a fermenté puis que les saveurs vont être un peu parties pendant la fermentation, comment ça va évoluer tout ça? Donc, c'est toujours un petit peu un coup de dé, puis on essaye. On essaie, mettons, de mélanger la tisane avec une bière blonde qui est plus neutre. On essaie de goûter, voir, avec le goût de la bière, avec de l'alcool, comment ça se replace. Mais le résultat final, on le sait vraiment juste une fois, puis c'est une fois que la bière, elle a vraiment fini de fermenter. Puis là, on espère que c'est ce qu'on pensait, parce que c'est ça que ça va être, tu sais. Il y a toujours un peu, j'allais dire, de peu de magie ou même de chimie là-dedans. Exact, mais tu sais, moi, j'ai travaillé en cuisine puis j'ai étudié en cuisine, donc j'ai quand même un design background là-dessus. Donc, c'est sûr que l'espèce de pairing de saveurs, les alliages, autant dans les houblons que les céréales, que des aromates ou des fruits ou peu importe, ben, c'est toujours d'essayer de penser, tu sais, comme de goûter, de visualiser qu'est-ce que ça goûte dans notre tête, dans notre bouche, puis essayer de faire OK, ouais, ça pourrait être bon avec ça. Si je mettais l'herbe avec tel fruit, je pense qu'on aurait de quoi intéressant. Puis c'est un petit côté, justement, un petit peu chimie, un peu le fun, un petit peu comme, hey, on s'essaye, puis ben, si c'est pas notre goût, ben, on le saura pour la prochaine fois, puis on peut juste s'améliorer. Mais quand ça sort bien du premier coup, ben là, on est juste vraiment content, puis on est comme, bon, ben, j'ai bien fait ça. Maintenant, une chance que j'ai tout noté, comme ça, je peux le répéter de nouveau, là. Donc, c'est sûr qu'on écrit toujours tout ce qu'on fait pour garder les traces, pour être capable de répéter de ne pas répéter les mauvaises erreurs, mais de bien répéter ce qu'on apprécie. Finalement, faire en sorte qu'on puisse répéter les réussites. Là. Exactement. On trouve derrière nous, finalement, c'est quel type d'équipement? Hein? Oui, bien dans le fond, c'est ce qu'on appelle un kit de brassage. Donc, c'est vraiment ici que toute la magie opère. Donc, on a la première cuve, là, l'espèce d'entonnoir en plastique est en haut. C'est là où est-ce qu'on va moudre notre grain. Le grain va arriver, il va s'entasser dans cette cuve-là. Puis une fois que notre recette est préparée, que tout notre grain est moulu, on est prêt à commencer à faire ce qu'on appelle l'empâtage. Donc, c'est la première étape de la bière. Ça va se passer dans la cuve qui est juste ici, celle qui est indiquée MT pour mash tun. Donc, on va mélanger de l'eau chaude avec le grain. On fait une grosse pâte comme ça. C'est à cette étape-là qu'on va brasser. On dit brasseur quand on fait de la bière. Nous, ici, ben, comme on a un plus petit kit, on brasse encore de façon manuelle. Donc, c'est pas des râteaux automatisés. C'est vraiment avec une rame en stainless qu'on va manuellement brasser la bière. Donc, on est une des brasseries au Québec. On peut encore dire qu'on brasse physiquement, on brasse pour vrai. Donc, je suis un vrai brasseur. Donc, on va mélanger justement l'eau et la grain. Comme ça, on va faire une espèce de grosse pâte. Dans cette étape-là, où est-ce que les enzymes naturellement présents dans le grain, qui a déjà été malté, vont décomposer les sucres complexes, donc les amidons, en sucre simple. Puis c'est ce sucre simple-là qui va plus tard devenir l'alcool, donc qui va nous permettre de faire la bière. Donc, c'est vraiment tout là que la magie opère dans cette étape-là. Après ça, on va transférer le liquide obtenu qu'on appelle le mou à ce moment-là dans l'autre cuve qui est à côté, le KTL, le kettle, qui est la cuve d'ébullition. C'est notre grosse bouilloire. Fait que dans le fond, là-dedans, la bière va bouillir pendant 1 heure. Pendant cette étape-là, ben, c'est là que si on veut rajouter de l'amertume à la bière, on va rajouter du houblon. Le houblon va servir à rajouter et de l'aromatique et de l'amertume, tout dépendant à quel moment puis quelle quantité on met. Donc, plus qu'on met de houblon à bouillir, plus la bière elle va être amère. Si on veut du houblon plus comme aromatique, ben là, on va le rajouter plus tard dans le processus. Donc, on va bouillir comme ça la bière là, pendant, en moyenne, environ 1 heure. Puis après ça, on va refroidir la bière, puis on va l'envoyer dans un des fermenteurs qui est juste ici. Donc, ici, nous, on a 3 fermenteurs différents. Donc, une fois la bière refroidie et dans le fermenteur, on se retrouve là avec un gros mou sucré, aromatisé avec du houblon. C'est là-dedans qu'on va aussi rajouter des levures, ce qu'on appelle inoculées. Il y a au-dessus de 1000 souches de levure sur lesquelles on peut choisir, acheter. C'est une levure qu'on peut soit avoir sous forme liquide, soit sous forme sèche. Sous forme sèche, ça va ressembler à carrément la petite levure Fletchman qu'on va prendre pour faire du pain à la maison. Le plus, on a un catalogue avec
plein de fournisseurs différents, tout plein de variétés différentes. Il y en a qui vont travailler dans le sauvage, d'autres avec des levures plus domestiquées, si on veut. Tout dépendant du goût final qu'on veut, du type de bière qu'on veut, c'est là que nous, on va aller choisir, sélectionner certaines souches. Puis après ça, c'est là que les levures vont faire toute la job. Il y en a beaucoup de brasseurs qui aiment dire que, dans le fond, le brasseur ne fait pas la bière, il fait juste créer le mou le plus parfait possible. C'est les levures qui font tout le travail. Puis c'est quand même vrai du fait que nous, tout ce qu'on fait, c'est un gros mou sucré. On met des levures, puis c'est des levures qui, tout dépendant du style de bière, là, en 1 à 2, 3 semaines, vont fermenter tout ça. Puis là, on va se retrouver à la fin avec vraiment de la bière. Donc, eux vont transformer la grande majorité des sucres disponibles dans le mou pour le transformer en alcool. En faisant ça, ils vont relâcher du gaz carbonique. Donc, on va entendre là, buller tout au cours des journées, là, puis le CO2 va ressortir. C'est bon signe, ça veut dire que la fermentation se déroule bien. Donc, chaque fois que je rentre en brasserie puis que je vois, là, mais moi ici, on a des chaudières là, à nos sorties fermenteurs. Chaque fois que je vois les chaudières qui font des belles bulles, je suis content. Ça veut dire que mes levures sont actives. Mes levures font bien ça. Fait que j'ai pas de stress que la bière elle va pas être bien faite. Là, puis là, ouais, là, on le voit très bien en ce moment. Fait que c'est toujours le fun, là, justement, quand j'arrive le matin, je suis comme « Ah! Ma bière a décollé, tout va bien. » Fait que dans ce temps-là, c'est la levure qui fait tout le reste de la job. Nous, on s'arrange pour avoir les bonnes conditions pour elle, donc une bonne température, tout dépendant du type de levure, du type de bière, la température peut varier un peu. Puis là, on laisse la bière fermenter. Si on veut rajouter justement des aromates, des fruits, on peut le rajouter des fois à ce moment-ci dans le processus. C'est quoi qu'on appelle, on utilise le mot dry up pour certaines bières plus houblonnées, ce qui veut dire houblonnage à cru, à froid. C'est là qu'on va le rajouter dans le fermenteur. On veut pas que les petits aromates plus fragiles du houblon partent à la chaleur, donc pas d'ébullition, on les verra plus tard. Puis c'est là qu'on va acheter les goûts là, plus tropicaux, mettons, de certains houblons, plus côté résineux, autant que le côté des fois plus mangue, fruit de la passion, ananas, tout dépendant de quel houblon on va aller chercher. Ou les fruits, souvent, nous aussi, on va les rajouter là, plus tard dans le processus. Si on mettrait les fruits à chaud, on aurait un côté plus confiture sur les fruits, qui n'est pas du tout agréable, mais si on vraiment avoir un côté plus, mettons, fruits frais, on travaille avec une framboise, le fait que la mettre à cru, à froid dans la bière, là, on a vraiment comme la pleine saveur de la framboise qui est là. Mais on veut quand même laisser le temps aux fruits de refermenter. On fait pas ici de bière de type smoothie. Certaines personnes font ça. Fait que là, c'est vraiment le but de rajouter une purée de fruits post-fermentation. Par contre, dans ce temps-là, souvent, il faut plus que tu pasteurises ton produit, il faut que tu le gardes au froid parce que tu te retrouves avec un produit instable qui n'est pas 100% fermenté, mais qui reste du sucre qui pourrait fermenter. Donc, une canette qui pourrait finir par gonfler ou exploser si elle serait laissée sur le comptoir, si elle n'est pas bien travaillée ou si elle n'est pas pasteurisée. On n'est pas équipé pour ça, puis on n'a pas le goût de se lancer là-dedans. Fait que nous, on préfère justement fermenter nos fruits, mais en les mettant plus tard, la saveur le plus fragile, plus délicate du fruit, il en reste plus dans la bière. C'est ça qu'on peut se retrouver vraiment avec une belle bière bien aromatique, là. Ça ressort le plus dans ce temps-là aussi, le goût, finalement. Ça a beaucoup d'impact. Ça peut prendre combien de temps on commence un nouveau produit? Ça peut prendre combien de temps avant qu'il soit prêt? Je vous dirais que tout dépendant du type de bière, là, parce que tu as deux grandes familles de bières, les ale et les lager. J'entrerai pas en détail là-dedans, trop en profondeur. Mais les lagers, c'est des bières qui ont besoin de beaucoup plus de temps, qui fermentent à plus basse température, donc c'est plus long au niveau de la fermentation. Puis c'est des bières dans lesquelles ils méritent une bonne maturation là, en chambre froide à basse température pendant idéalement là, 3 à 4 semaines. Donc ces bières-là peuvent prendre du début à la fin jusqu'à 1 mois et demi, voire même 2 mois. Pour ce qui est des ale, la plupart des bières faites au Québec en microbrasserie, c'est beaucoup plus souvent des ale. C'est des bières qui fermentent à 20 degrés, qui fermentent assez rapidement. Tout dépendant du taux d'alcool final puis de quantité de sucre au début, ça va prendre, je vous dirais, entre 7 à 10, 12 jours pour fermenter une ale. Le temps de la transférer, de la conditionner, de l'empacter et tout, on parle environ là, d'un 15 jours en moyenne pour la plupart des ale qu'on fait ici. Quand on parle, comme par exemple la bière à l'érable, là, vous rajoutez de l'érable ici dans le fermenteur ou... Oui, j'en ai changé quand même avec beaucoup de brasseurs, beaucoup de collègues là, du milieu. Ce qui est fun, c'est que le milieu des microbrasseries, c'est quand même un petit milieu au Québec. C'est très tissé serré. Puis c'est un milieu où est-ce que la compétition est très saine. Donc, n'importe qui a des questions ou peu importe, on s'écrit beaucoup entre collègues brasseurs de différentes brasseries. On fait souvent ce qu'on appelle des collaborations où est-ce que 2, 3, plusieurs microbrasseries vont travailler ensemble, des fois même avec des malteries ou avec des producteurs de levure pour mettre de l'avant des bières. Puis comme ça, justement, là, développer puis mieux faire avancer la bière au Québec, tout le monde ensemble. Ça, c'est super le fun. Fait que j'en ai avec beaucoup de gens, puis tout le monde était quand même assez unanime où est-ce que mettre du sirop d'érable à chaud, on perdait toute la saveur d'érable. Donc, plus il était mis tard dans le processus, mieux c'était. Donc, c'est ça qu'on a fait différents tests, on a jasé un peu et tout. Mais on a décidé vraiment de mettre la bière le plus tard possible. Donc, la bière a été rajoutée au fermenteur et non au début.
Encore une fois, on l'a mis comme les fruits vers la fin de la fermentation. Ce qu'on voulait, c'est qu'il en reste le plus possible. Ça leur décollait la fermentation. Donc, tout le sirop d'érable, tout le sucre qui a été rajouté, lui, a été fermenté. Mais le côté de l'érable, le goût de l'érable, il est quand même resté. C'est subtil, c'est délicat, mais c'est ça qu'on voulait parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit lourd. Parce que boire une pinte de sirop d'érable, ça nous tente pas. Boire une pinte de bière en taille, personnellement, moi, je l'ai fait quelques fois, puis à date, j'aime ça. Fait que c'était un peu ça qu'on visait, puis on est bien content, mais justement, le but, c'était comme plus on la met plus tard, plus on est capable de garder. Versus, mettons, les fleurs pour la Osgood. Là, on les a mis en plus en mode tisane parce qu'on voulait aller extraire la saveur. Donc, on l'a rajouté dans la cuve d'ébullition, mais après avoir éteint le feu. Donc, ce qu'on voulait, quand on fait un thé ou une tisane, souvent au-dessus de 95, souvent tirer de l'amertume, on voulait pas nécessairement ça. On voulait rendre la saveur possible. Donc, une fois qu'on a éteint le feu, que la température a baissé un peu, là, on a rajouté toutes nos fleurs. On a fait ce qu'on appelle un whirlpool. Donc, on a fait un tourbillon où est-ce que ça l'a agité comme ça pendant 10 minutes, où est-ce que toutes les saveurs sont vraiment allées s'extirper le plus possible. Puis après ça, c'est là qu'on a refroidi. Pour essayer de garder le maximum de saveur. Là, on était avec des fleurs séchées parce qu'on l'a fait là, au courant du printemps puis qu'il ne nous restait plus de fleurs fraîches. Mais c'est sûr qu'on a encore en ce moment dans nos horizons de la réessayer avec des fleurs fraîches en pleine floraison là, au courant de l'été. Donc, on a bien hâte de l'essayer, de voir comment ça va sortir différemment. Mais on est encore en mode un petit peu exploratoire. Puis ben, c'est à force de faire des tests qu'on va finir par trouver des nouvelles méthodes, trouver de nouvelles façons. Puis... Parce que là, au fond, c'est le deuxième brassin de la Osgood. Le résultat est-tu pas mal la même chose que le premier? Il est un petit peu différent, mais c'est normal parce qu'on a modifié un peu la recette. Donc, l'Osgood qu'on a fait pour la première fois l'automne passé, on avait un petit peu de place dans notre plage horaire, puis on a dit, hey, on essaye une nouveauté, ça pourrait être le fun. Moi, j'étais comme, ben, on a une belle ferme de sureau directement située à Saint-Jacques, ça pourrait être le fun de mettre ça de l'avant. Fait que je leur avais contacté, on avait essayé du sureau, on avait essayé d'autres plantes aussi avec ça, puis on est arrivé à un mélange qu'on aimait bien, qui mettait aussi de l'avant le sumac vinaigrier. On avait aussi de la mélisse, un petit peu de graines d'angélique, puis de la racine de gentiane pour acheter une petite amertume un peu différente de celle du houblon, en plus de mettre du houblon aussi là, québécois. Sauf que quand on l'a goûté, on l'a trouvé super le bon, elle était belle, c'était une belle petite blonde de soif, super le fun. Le côté floral était présent, mais on se rendait compte qu'il y avait un petit peu de lousse. On avait un peu plus de jeu. On pouvait oser augmenter un peu la dose. Fait que cette année, on a fait un peu les fous, puis on a carrément doublé la dose de sureau et de sumac pour mettre ça, le bouquet encore plus présent. Puis on le voit qu'il est là, on le goûte plus. C'est super intéressant. Au niveau du look, elle a sorti un petit peu plus trouble que la première version qui est un peu plus claire. D'après moi, c'est probablement une réaction entre certaines molécules dans les fleurs qui ont fait ça avec la bière. Je suis pas biologiste avancé, fait que je peux pas dire exactement pourquoi ça a sorti de même. Moi, je trouve ça super beau parce qu'on est un peu plus dans le look quasiment d'une NEPA. Ce qui d'habitude des bières qui sont très florales, pas très florales, mais très fruitières, très aromatiques, là, gros houblon. Mais là, c'est le fun parce que c'est un petit peu un trompe-l'œil du fait que tu t'attends à avoir une bière qui va goûter très tropicale. Puis on se retrouve avec une bière qui goûte très florale. Là, je dis floral, on est vraiment sur un floral intéressant avec la fleur de sureau, mais bien balancé, bien équilibré. On voulait pas avoir une bière non plus qui goûte le parfum. Donc, on n'est pas sur le lilas ou sur la rose ou quelque chose justement qui goûte justement plus le parfum. Donc, on est sur un bouquet floral, mais différent de ce qu'on a habituellement. On avait envie d'essayer de sortir des sentiers battus. Eh bien, je te remercie beaucoup. Écoute, tout ça, c'est très intéressant. Et je dois te dire quelque chose. On sent vraiment ta passion derrière tout ça. Fait que merci beaucoup. Hey, on va aller déguster ça un peu. Donc, on est maintenant à l'étape de la dégustation des produits. On a quand même un bel éventail devant nous. On a hâte de goûter à ça. C'est 4 bières qu'on a choisies. On en a 8 en fût en ce moment, plus au moins une bonne douzaine qu'on a en canette, qu'on peut servir au bar aussi, mais c'est surtout pour les clients à l'externe. Donc, les bières qu'on a aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tantôt. On a la bière d'entaille qu'on a faite avec érable et chalumeau, qu'on a juste en fût. On a la Osgood qu'on lance aujourd'hui, qu'on a en fût et en canette. On a l'Arcadia, qui est une sûre mangue et fruits de la passion. Et c'est un gros vendeur, ça, ici, puis dans les points de vente dans la région aussi. Puis on a la Kafka, qui est une lager noire, très appréciée des gens qui viennent ici. On l'a juste en fût, cette bière-là. Mais c'est une belle bière noire. Puis comme Nicolas disait plus tôt, une bière noire qui est vraiment 4 saisons. C'est désaltérant, c'est le fun. Donc, quand vous êtes prêts, on peut goûter un petit peu. Parfait. Et où on peut retrouver vos produits, finalement, dans la région? Dans la région, mais je vous dirais que à Saint-Jean-de-Lez, ici, à la brasserie, bientôt au dépanneur du village aussi. Ensuite, Kinner's Mills, on est au Ferme rue de Becky. Saint-Pierre-de-Broughton, on est au petit dépanneur qui est au village. Ensuite, on est au garage houblonné à Robertson. On est chez Lorenzo. On est au dépanneur Rivière-Blanche aussi. Puis on est au IGA, sur Frontenac.
On est au IGA d'Israélie. Et si vous vous éloignez un petit peu, on est aussi à Sainte-Marie, on est aussi à Saint-Bernard, Saint-Elzéar, tout récemment. Après ça, Saint-Ferdinand, Plessis, Saint-Narcisse aussi. Ouais. Quand même beaucoup de possibilités à ce niveau-là. On va déguster ça avec vous. Je vous remercie pour votre invitation. Et santé à tout le monde. On vous invite à la brasserie Griendel. Merci beaucoup.